Je vais passer à l'analyse. Enfin, on va passer à l'analyse de portefeuille. Hop. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Donc, pour tous ceux qui veulent déposer une candidature pour l'analyse de portefeuille, vous répondez en fait au questionnaire. Vous verrez, c'est très simple. En 5-10 minutes, c'est fait. Donnez-nous le plus de précision possible parce qu'après, on va l'utiliser et puis on vous donnera notre avis en quelques minutes là sur la chaîne YouTube. Hop. Je vais partager mon écran. Est-ce que tu vois mon écran, Théo? Yes. Nickel. Donc là, j'ai pris le cas de quelqu'un. On met toujours des fourchettes d'âge. On ne met pas les informations exactes pour protéger un peu l'anonymat aussi. Évidemment, toutes les informations personnelles que vous ne voulez pas divulguer, on ne va pas les montrer. Hein. On demande votre adresse mail aussi pour nous de notre côté. Mais je veux dire, sinon, le nom, le prénom, tout ça, évidemment, on ne le partage pas. Hein. Donc là, c'est quelqu'un qui a entre 36 et 45 ans, qui habite en France, qui est célibataire, qui est indépendant, qui a des revenus annuels on va dire plutôt dans la moyenne, tu vois, entre 20 et 50 000 euros par an. Il se considère comme étant débutant en crypto. Il investit depuis moins d'1 an en crypto. Il a un profil de risque important. Quand même, souvent, c'est un peu ce qu'on observe avec les débutants, c'est que voilà, ils se disent faut être agressif parce qu'on n'a pas souvent un gros capital à investir. Le pourcentage de ses actifs totaux en crypto, donc c'est moins de 10%. Quand même, tu vois, il est agressif avec cette part d'actifs, mais que ça reste quand même 10% de son portefeuille global, ce qui est assez, assez cohérent, je trouve, par rapport au niveau. En général, on se rend compte qu'il y a un niveau, c'est-à-dire qu'il y a une corrélation importante, c'est-à-dire plus on va avoir un niveau, enfin, on est dans la crypto de manière depuis assez longtemps, plus on va avoir une part importante, on va accepter une part plus importante de notre portefeuille en crypto, ou après, plus on a de l'argent aussi, plus on peut se permettre et plus on va être âgé, plus on va se permettre d'être un peu risque averse, donc moins de prise de risque sur le côté crypto. Mais là, tu vois, un profil donc entre 36 et 45 ans, célibataire, depuis moins d'1 an en crypto, 10% de ses actifs en crypto, plutôt agressif. Il a investi entre 20 000 et 50 000 euros en crypto. Il a d'autres types d'actifs. Donc, c'est quelqu'un qui a de l'immobilier quand même à côté, tu vois, qui représente, je pense, une grosse partie de son patrimoine. Ses objectifs avec ses investissements en crypto. Donc lui, il explique donc classiquement hein, gains pendant le bull run, puis DCA, des gains en bear. Donc ça, c'est 100% de ce qu'on retrouve. C'est pas vraiment une approche détaillée. On aurait aimé, enfin moi j'aurais aimé avoir plus de détails parce que là tout le monde a cette approche-là, hein, faire des gains en bull run et puis faire un DCA en bear pour augmenter son bag. Mais là, ça manque quand même de précision, ça manque d'approche professionnelle, je pense. Parce que ça, voilà, tout le monde veut le faire, mais la réalité, c'est que très peu de gens y arrivent parce qu'ils ont des grosses difficultés pour mettre en place une véritable stratégie. Bon, en tout cas, on comprend clairement ce qu'il veut faire. La stratégie qu'il a mis en place. Donc là, on a son allocation. Il a dit sur l'ETH, 25% de take profit à l'ATH, 40% à 7K, 15% à 8,5K. Sur les alts, 80% à l'ATH. Puis gambling sur ce qui se passe, ce qui dépasse, si on a une belle alt season. En cas de moins de 30% sur BTC, recharge de 20%, BTC to the moon and beyond. Ok, donc sur l'Ether, moi ça me semble cohérent, en tout cas les take profit comme il l'a mis là. Sur les alts, j'aurais aimé avoir un peu plus de précision parce que est-ce que c'est 80% à l'ATH sur, par exemple, quand j'ai montré sur TradingView, le total market cap des cryptos en excluant le top 10, par exemple, parce que là on y est presque, en fait, à l'ATH, est-ce que ça veut dire ça? Ou est-ce que ça veut dire l'ATH sur chacun des projets qu'il a en portefeuille, et en l'occurrence RSR, CKB, CoreChain, NIR, E-Injective, Link, etc., etc. Si c'est ça, il faut bien partir du principe que la grosse majorité des alts ne redépassent pas leur ATH. Et puis quand tu parles d'ATH, c'est de l'ATH en dollars ou c'est de l'ATH en BTC. Là, tu as presque 100% de chance que la plupart des projets des cryptos de cycle 2 ne redépassent jamais leur ATH en Bitcoin. En dollars, c'est possible, mais c'est extrêmement rare. Enfin, c'est rare en dollars. Exprimé en BTC, c'est encore plus rare. Donc, j'aurais aimé avoir un peu plus de précision là-dessus, mais on va partir du principe que tu veux récupérer 80% de tes cryptos et de tes alts à leur ATH spécifique. Je ne pense pas que ce soit l'indice global. Donc, le point de vigilance, c'est ça, je pense, que tous les alts ne récupèrent pas leur ATH. Beaucoup d'entre eux ne récupèrent pas leur ATH. Et après, tes profits, où est-ce que tu vas les mettre? Est-ce que tu veux les mettre sur du BTC? Est-ce que tu veux les mettre en stablecoin?
quelle est ta stratégie par la suite? Parce que réinvestir tes gains en bear, est-ce que ton objectif d'investir sur les alts, c'est d'accumuler plus de BTC ou est-ce que c'est derrière après de ressortir une partie de cet argent-là? J'ai pas l'impression que ce soit le cas, mais de te diversifier pour acheter de l'immobilier, pour acheter de la bourse et tout. Moi, je pars du principe quand même que si vous avez fait beaucoup d'argent en crypto, vous devez sortir pour vous diversifier. Investir en bourse, investir en immobilier, enfin, pas rester que en crypto. Il sera toujours temps d'y rester. Et enfin, je te laisserai parler après, Théo, je finis juste mon petit pronostic là. C'est euh, l'allocation qu'il a. Donc aujourd'hui, on a une grosse partie en Ether. Le BTC, j'ai pas l'impression. Ah si, BTC 4%, donc grosse partie en Ether, donc quand même assez sécuritaire. Il dit qu'il a un risque important, mais 44% sur de l'Ether et encore 30% en stablecoin. Bon, c'est pas un profil avec un risque pour moi qui est important. 4% en BTC, tu vois, tu as 4, 5, 6, 7, tu as presque 80% de ton portefeuille, 78% de ton portefeuille qui est sur du stablecoin BTC Ether en fait. Donc, pour moi, tu n'es pas sur un profil important. Et après, derrière, c'est les toutes petites lignes que tu as sur beaucoup de projets. Et je pense que si tu es sur la crypto depuis moins d'un an, avoir autant de projets en portefeuille, c'est trop. Voilà. Surtout que c'est des petites lignes. Et à manager ces petites lignes en bull market, c'est hyper compliqué. Il faut te recentrer. Et surtout, tu vois, tu as des vraies stratégies là pour l'Ether. Ça me semble très pertinent ce que tu as fait là. Par contre, sur les autres, de te dire je les récupère quand ils sont à l'ATH, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre eux qui n'atteindront pas leur ATH. Voilà. On verra ce que ça va donner. Il y en aura certains qui le seront, mais si tu dois manager toutes ces lignes et regarder une par une, ah bah tiens, dès que c'est là, je récupère 80% de ma mise et tout. Et surtout, si ça monte beaucoup plus haut, que tu ne te retrouves pas dans le FOMO en ayant très peu d'argent de côté pour après être obligé de te dire tiens, j'ai investi mes bénéfices sur ces cryptos-là, quoi. Donc, je sais pas déjà si sur ça, Théo, tu veux rebondir, peut-être donner peut-être plus de précision. Ouais, ouais, c'est ça en fait. Faudrait qu'on ait un peu plus de détails sur ce qu'il entend par ATH. Moi, je comprends aussi, tu vois, que c'est l'ATH du cycle précédent. C'est ce qui serait le plus logique dans cette situation parce que se dire, tu vois, je vends 80% à l'ATH du cycle, de ce cycle-là, ça va être un peu difficile à choper, bien évidemment, même si du coup, par défaut, c'est ce qui prévoit de faire pour les cryptos de cycle 1 type FET. Pour le coup, c'est un peu petit, tu vois, mais je crois qu'il a une ligne un peu IA, tu vois, avec FET. Donc, le projet qui a regroupé trois entreprises d'IA et avec un nouveau token. Je crois que c'est cette année en plus que ça s'est fait. Donc, au final, tu vois, identifier l'ATH sur ce projet, sur ce cycle-là, ça va être compliqué, tu vois, parce que ça équivaut à dire, je vais tamer le marché, je vais savoir le top et vendre 80% au top, et puis après, on verra ce qui se passe. Donc, c'est un peu touchy, même si c'est pas, tu vois, le gros de son bag, hein, qui est clairement sur Ether et les stables. Mais c'est vrai que du coup, il manque un peu de progression, peut-être, tu vois, se dire sur 80% l'ATH. Et si ça n'atteint pas l'ATH, si on est à 20% de l'ATH, est-ce qu'on sortirait pas un petit peu quand même? Il me faudrait peut-être un peu plus de paliers, tu vois, avec des choses un peu plus raisonnables, tu vois, se dire par rapport, on n'a pas les prix d'entrée non plus. Ouais, il faudra avoir les prix d'entrée en fait. Ouais, c'est ça, tu vois, parce qu'au final, et comme on dit à chaque fois, tu vois, si ça fait moins d'un an ou si ça fait un an ou moins, on va supposer qu'il est rentré en 2024. Donc ça dépend un petit peu quand est-ce qu'il est rentré, parce qu'il y a pas mal de scénarios possibles. Je pense que dans l'idée, s'il est rentré plutôt première partie, il est plutôt en bénéfice. S'il est rentré, s'il est rentré très dernièrement, il y a peut-être moyen qu'il soit un peu dans le rouge aussi. Mais ça va dépendre des prix d'entrée surtout et se dire, tu vois, par rapport surtout par rapport à l'ATH plus qu'à ses prix d'entrée. Tu vois, moi, je préfère les stratégies qui sont basées plus sur les prix d'entrée et le prix moyen d'achat. Parce qu'au final, ça te permet de dépendre uniquement de toi. Tu vois, tu as réussi à rentrer avec un certain prix moyen d'entrée et 1x2, 1x3 pour toi. Ceux qui viennent juste de rentrer, tu vois, ils sont peut-être en moins 20%. Alors que toi, tu es déjà 1x3 parce que tu étais rentré et c'est peut-être son cas aussi. Tu vois, s'il y a moins d'un an et même peut-être tout début d'année, avant le pump de mars, bon, et même pendant la season, enfin la correction de mi-cycle plutôt, il y avait des choses intéressantes à faire. Donc s'il est rentré sur ces niveaux-là, qu'il est déjà 1x2, x3, x4, plus que de regarder l'ATH, regarder par rapport à ses cibles à lui. Apparemment, il a un profil plutôt qui aime le risque. Donc regardez comment si c'est suffisamment, s'il a pris assez de risques, s'il va en prendre plus, mais par rapport à ses prix moyens d'entrée sur chaque crypto, plutôt que par rapport à un potentiel top avec les deux scénarios, comme tu l'as dit, la plupart des alts qui repassent pas leur ATH. Et en plus, il a des nouveaux projets qui sont plutôt qui commencent leur premier cycle, donc savoir ce qu'ils peuvent faire, c'est un peu plus compliqué, tu vois.
Donc c'est Ouais. pour Ether, je suis d'accord que la stratégie est bonne. En plus, c'est plutôt raisonnable, hein, parce que du coup, Ouais, clairement 15% raisonnable. à 8,5K, bon, on est dans la fourchette, tu vois, de ce qui pourrait se passer, mais qui reste pas complètement déconnant. Dès que tu commences à passer 15, 20K par Ether, là, il faut commencer à se poser des questions, très clairement. Mais là, pour le coup, pour l'Ether, je pense que c'est plutôt raisonnable pour ce cycle. Le reste, il y a un peu de travail à faire. Voire peut-être même réagrouper certaines lignes, parce que pour le coup, tu vois, ça représente vraiment quasiment rien, tu vois. Tu ajoutes Ether, Stable, 74, Ether, il a 78, donc quasiment 80% de son portefeuille entre Ether, BTC et Stable. Donc, même au pire, tu vois, s'il se coupe un peu sur les sorties, c'est pas non plus dramatique. Sachant que le gros de son portefeuille actuellement est sur ses cryptos, donc presque la moitié, tu vois, en stable. Même si après, en alt-season, bien évidemment, les pourcentages vont changer, mais ce serait plutôt regarder un petit peu les prix d'achat et peut-être concentrer un petit peu en fonction des schémas narratifs, parce il a plusieurs tokens, tu vois, sur les mêmes schémas narratifs, même si c'est pas forcément déconnant, mais dans tous les cas, regarder un petit peu ce qu'on a dit au début, tu vois, pourquoi il les a achetés, pourquoi il les a en portefeuille, et ses prix, encore une fois, d'achat moyen, pour savoir un petit peu, est-ce qu'il est déjà en positif, est-ce qu'il a besoin d'attendre, tu vois, parce que peut-être que à l'ATH, il sera peut-être sur un x25, tu vois. Enfin, je sais Mais c'est pas ça. à quel moment donc s'il est sur un x25, tu vois, est-ce qu'il t'as pas pris de profit, ne serait-ce que sortir 10% à x10, même si t'aimes le risque, c'est pas déconnant, tu vois. Non, T'es c'est pas clair. forcément obligé de sortir 50% à un x2, mais une crypto qui fait x10, t'as pas sorti 10%, t'aimes vraiment beaucoup le risque. Et si t'as ça x15, x20, t'as toujours rien sorti, t'attends le x25 parce que ça correspond à ce que t'estimes comme l'ATH, c'est un peu touchy, quoi. Ouais, c'est pour ça qu'en fait, il faut toujours mettre en lien les take profits là, que vous décidez de faire. Donc, par exemple, tiens, dès qu'on est à l'ATH, je récupère une partie de mon argent, puis surtout pas attendre l'ATH juste pour vendre. Regardez bien il y a des profits à prendre avant, si c'est ce que vous souhaitez faire. Mais surtout, mettre en lien ça avec la valorisation de votre portefeuille global et la quantité d'épargne que ça représente pour vous. Si à un moment donné, comme dit Théo, hein, tu arrives ici à 80% de l'ATH, à l'ATH sur les alts, ton portefeuille, ou même pas, hein, tu arrives à, allez, il est à, les projets, tu les as achetés tellement bas, tu les as tellement bien achetés, qu'il y en a certains qui ont très bien performé, que tu te retrouves à un x10 sur ton portefeuille. Ça représente 20 années d'épargne. Tu dis, je vends pas. 20 années d'épargne de côté, tu dis, je vends pas parce que je suis pas à l'ATH. Mais ça va monter plus haut. C'est une connerie sans nom, en fait. Tu vois. Donc, il faut arriver à mixer les deux et de se dire, OK, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui la plus-value que j'ai? Tiens, ça représente 8 années d'épargne, 10 années d'épargne. Si tu détestes ton travail, franchement, à chaque fois d'aller au travail, ça te fait chier, je peux t'assurer que là, tu te dis, attends, ça m'économise 10 ans de vie dans un taf pourri qui me fait chier à plus savoir quoi en faire. Tu vas en prendre des bénéfices, hein. Et c'est ça le plus dur, en fait, c'est d'accepter de prendre des bénéfices. Et je pense que ça, c'est important de le mettre à côté. Vraiment, la valorisation en dollars. Et imagine, tu vois, tu investis, là, c'était entre 20 000 et 50 000 balles. Tu arrives demain, tu ouvres ton portefeuille, tu es à 300 000 euros. Tu n'as pas pris de plus-value parce que l'Ether, il est encore en dessous de son ATH, peu importe. Alors, c'est pas trop possible. On va dire l'Ether, il est à son ATH, même un peu au-dessus, 6 000 balles. Tu as pris un peu de bénéfice sur l'Ether. Et là, les alts, ils explosent. OK. Tu te retrouves, tu ouvres ton portefeuille, tu es à 300 000 euros. Mais tu es encore bien en dessous de l'ATH sur la plupart des alts. 300 000 euros par rapport aux, je sais pas, 30 000, 40 000 ou 50 000 que tu as investi, c'est énorme. C'est une très belle plus-value. Tu peux déjà commencer à récupérer ta somme initiale avec une plus-value et après décider de laisser un petit peu le reste. Si par contre tu ne le fais pas, parce que tu dis ça peut monter plus haut, tu veux monter à 400 000, mais ça veut dire que, attends, 400 000, ça représente combien d'années d'épargne ce truc? Tu vois? Et c'est toujours un peu ce truc-là. Et si tu dis à 300 000, tu prends tu prends une plus-value, ça veut dire que à 270 000, tu n'en prends pas. Et tu peux descendre comme ça, hein. Tu dis à 270 000, j'en prends pas. Ah bah si, 270 000 dollars, ça représente quand même beaucoup. Donc ça veut dire qu'à 250, t'en prends pas? Ah bah si. Et tu vois, et en fait, tu descends comme ça petit à petit pour savoir et mettre des curseurs pour que ça t'oblige. En fait, c'est ça le truc. C'est peu importe les scénarios, que ça t'oblige à prendre des bénéfices. Et après, la partie des stablecoins que tu as, je trouve que c'est intéressant, même si tu en as, pour l'état actuel du marché, je pense que tu en as encore beaucoup. 30%, je trouve que c'est élevé. Mais tu utilises tes stablecoins, de ce que je vois, si jamais tu as une correction de 30% sur le BTC. Dans l'état actuel des choses, 30% de correction sur le BTC, je pense pas qu'on en aura. En tout cas, ça sera tellement bref que tu auras de très petites chances
de re-rentrer dessus. Et je pense que tu auras beaucoup à perdre en attendant 30% de correction. Parce que là, tu vois, on a eu 15-20% de correction. Je pense que c'est à peu près ce qu'on aura. Si jamais on a du 30-35% de correction, je ne dis pas que ce n'est pas possible, hein, d'accord, c'est tout à fait possible. Mais ces 30-35% de correction, imagine demain, tu les as, le BTC, il monte à 150 000, 175 000, tu as une correction de 35%, tu vas recharger à 120 000 sur le BTC. En fait, tu n'investis pas sur le long terme, là, tu investis sur du court terme et je vois pas forcément l'intérêt. Tu vois. Par contre, là, de renforcer tes positions, vu que tu as un profil tu vois, de risque important sur des alts dans lesquels tu crois, et tu es sur des narratifs qui sont intéressants. Hein, tu vois, tu as NIR qui est aujourd'hui Layer One, mais qui a plutôt poussé sur la partie IA. Tu vas avoir le Doge, qui est Memcoin. Enfin, tu as pas mal de projets. Injective, qui a été un top performer sur l'année 2023. Link aussi, qui est un très bon projet. Bon, tu es sur des projets qui sont intéressants et aujourd'hui qui sont ultra sous-évalués par rapport à la valorisation du Bitcoin. Donc, en fait, utiliser une partie de tes stablecoins déjà pour en acheter aujourd'hui et renforcer sur des projets qui sont intéressants et que tu as envie de garder en portefeuille, je pense que tu gagneras plus que d'essayer d'attendre une énième correction de 30% sur le BTC qui soit n'arrivera pas, soit si elle arrive, ça sera à des prix super élevés et tu n'auras pas intérêt à le garder en fait de toute façon sur 2026 parce que, enfin 2026 où on verra, hein, mais il y aura une correction. Voilà. Il y aura un bear market. Tous ceux qui vous disent qu'il n'y aura pas de bear market, il y en aura. Et ça, je pense que c'est un point important à avoir en tête. Et il termine sa présentation de portefeuille. Nous, on pose toujours une question en disant est-ce que vous avez d'autres éléments complémentaires à nous soumettre? Il dit qu'il est arrivé mi-novembre sur le marché, après quelques nuits blanches et des petites déconvenues. J'ai découvert totalement cet écosystème. Je navigue à vue, mais pour l'instant, ça tient. Je peux intervenir en live si vous choisissez mon wallet. Bon, là, en général, on ne fait pas intervenir. On préfère mieux le faire nous-mêmes comme ça. Si j'étais arrivé 6 ou 8 mois avant, j'aurais probablement acheté votre formation et votre accompagnement. Mais en début de phase parabolique théorique, je n'aurais pas le temps de vous suivre votre formation et que les opportunités se seraient potentiellement envolées. Mais peut-être que je me trompe. Moi, je pense que tu te trompes. Et je pense qu'il est toujours temps de faire les choses correctement et toujours avoir un socle de connaissances en bull run ou en bear. En fait, il y en a beaucoup qui attendent un bear ou d'avoir fait de l'argent pour se former. Sauf qu'en fait, pour gagner de l'argent, il faut que tu sois formé. Et que des fois, en fait, tu passes 4 ans à te dire je vais attendre de gagner de l'argent, puis il s'est passé 4 ans, tu n'as pas gagné d'argent parce que tu n'as pas eu les bases en fait pour sortir avec des plus-values. Ce qu'on essaye d'expliquer ici. Hein. Je ne dis pas que c'est forcément ton cas, mais voilà, il n'est jamais trop tard pour bien faire. En tout cas, j'apprécie grandement votre modération qui dépareille avec la masse. Bon, voilà, je pense qu'il n'y a pas plus de précision là-dessus. Je ne sais pas si tu voulais rajouter autre chose, toi Théo. Ouais, après, tu vois, c'est toujours pareil. Moi aussi, tu vois, j'ai mon projet, ma chaîne à côté. Et c'est vrai que, enfin, à peu près la même chose, tu vois. Pour ça qu'on participe aussi, on a des vues assez similaires, tu vois, sur pas mal de choses, on se complète pas mal. Mais c'est vrai que, du coup, il y a aussi toute la partie sortie, sécurité qui rentre en compte. Tu vois, il n'y a pas que la partie achat qui est quand même très importante aussi, on va pas se le cacher, tu vois. Rentrer sur les bons moments, comprendre les cycles, comprendre les moments où c'est le plus intéressant pour optimiser un peu ses entrées. Mais là, on arrive sur une période où il faut comprendre aussi l'autre partie qui est comment optimiser sa sortie, tu vois, comprendre les différentes stratégies. Bon, on a donné des éléments, mais bien évidemment, il y a plus que tout ça, tu vas savoir. Et pour éviter le bruit, justement, comme on l'a dit, est-ce que le cycle va continuer? Savoir avoir un panel d'indicateurs qui te fait dire ok, on est plutôt dans cette optique-là. Comment je peux préparer ma sortie en fonction de ma situation, qui bien évidemment est différente de chacun, parce que ça va dépendre, on l'a vu, hein, âge, profil de risque, valeur de portefeuille, ta composition dans ton portefeuille, tes prix d'entrée moyens. Donc au final, personne n'a le même portefeuille, c'est impossible. Et il va falloir quand même penser, tu vois, à la sortie et savoir comment gérer le mieux. Donc ça, c'est pas trop tard. Et plus ça avance, plus c'est tard. Mais là, au final, bon, comme on l'a dit au début, on estime que le bull run n'est pas fini. Donc il reste quand même au moins un trimestre, voire 2, peut-être à attendre des bénéfices. Donc il reste quand même un peu de temps pour se former et apprendre comment gérer au mieux. Et après, tu vois, il y a la partie aussi, parce que c'est son cas apparemment, de réinvestir en bear market, donc potentiellement 2026, voire 2027. On va voir comment ça se passe. Mais il va falloir conserver ses cryptos, il va falloir, tu vois, pas les laisser sur un exchange comme on l'a vu aussi, savoir utiliser les outils, savoir bien les stocker et pas faire de conneries, tu vois, non plus, pas vouloir peut-être trop réinvestir, recycler dans le schéma narratif en fin de cycle, des choses comme ça. Il reste encore des étapes à pas se louper qui peuvent nécessiter, s'il y a pas de base, un peu de connaissance, tu vois. Donc c'est pas trop tard, mais voilà,
Il y a tous les éléments qui sont importants, pas que être rentré au bon moment. Et après, tu vois, si j'ai des prix moyens assez bas, je n'ai pas à m'en faire. Je saurais bien faire à la suite et je sortirai 80% de la TH de ce nouveau cycle sur des nouveaux projets. En général, c'est assez compliqué à faire, quoi. Ouais. Et vraiment, c'est ce que j'explique parce que ça fait des années qu'on voit ça. Des personnes qui se disent, je vais attendre euh, pour me former, d'avoir gagné de l'argent. Sauf qu'en fait, c'est le prérequis. Il faut être capable d'en savoir plus que la moyenne. Il faut être capable d'avoir une approche qui sera plus qualitative que la majorité des gens. Et comme tu l'as dit, Théo, hein, c'est pas que de se dire j'ai un tech profit à un moment donné. C'est l'aspect sécurité, c'est si vous voulez faire de la DeFi, comment vous le faites, comment vous séparez les différents wallets. Enfin, après, ça dépend le niveau et la gestion que vous voulez avoir de votre portefeuille. Mais d'attendre systématiquement d'avoir gagné de l'argent pour faire quelque chose, par expérience, je peux vous dire que pour beaucoup de gens, ça ne se termine pas comme ça. Parce qu'ils n'ont pas les bases, en fait. Juste déjà les bases pour sécuriser ou pour avoir une stratégie de sortie qui soit pertinente. Et en général, ils ont passé 4 ans. Même des fois, ils ont très bien investi. Ils ont investi sur des bons projets, ils ont des belles plus-values et tout. Et ils ne prennent pas de plus-value et ils se font éclater en bear market. Et après, ils reprennent un cycle complet de zéro. Ils se disent, bah, j'ai perdu trop d'argent, donc je ne vais pas investir maintenant pour me former, par exemple. Et du coup, ils reprennent un cycle haussier, ils refont les mêmes erreurs, etc. etc. Donc, voilà, je sais que ce n'est pas le cas forcément de tout le monde, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et pour vous dire, nous, ça fait plus de 2 ans et demi quand même qu'on prépare ce bull market. On est prêt. Voilà. On a préparé les différents scénarios, on sait ce qui se passe, on se protège au maximum, même si on n'a pas de boule de cristal non plus. Et vous, si derrière vous arrivez sur le marché et que vous vous dites, j'arrive, je veux faire de l'argent, je vais prendre des bénéfices quand on arrive, par exemple, à l'ATH sur les alts, a priori, si vous avez cette approche-là, il y a, à mon avis, énormément de personnes qui ont cette même approche que vous. Et pourquoi vous sortirez avec des profits alors que d'autres non? C'est ça le truc, hein. C'est toujours du player versus player. Et je ne dis pas que l'approche qui était présentée ici dans l'analyse de portefeuille était mauvaise. D'accord? Loin de là. Elle est beaucoup plus aboutie que beaucoup d'autres personnes. Par contre, elle est incomplète. Elle est incomplète. Il y a d'autres réflexions à avoir sur le sujet. Mais vraiment, voilà, mettez-vous face à vous-même et dites-vous aujourd'hui quel avantage concurrentiel vous avez par rapport à plein d'autres personnes. A priori, si vous êtes là aujourd'hui et que vous investissez encore dans des périodes comme ça, alors que l'Ether est en dessous de son ATH, alors que les alts, pour beaucoup d'entre eux, n'ont pas encore eu d'augmentation parabolique, et vous êtes quand même sur des niveaux de prix super intéressants. On est d'accord. Et après, c'est par la suite que ça va se jouer. Votre stratégie de sortie, elle doit être prête, elle doit être inscrite. Vous savez exactement ce que vous devez faire et être capable vraiment de maîtriser le processus de bout en bout, de A à Z. Parce que c'est comme si vous étiez sur un champ de mine et il y en a dès le départ, ils arrivent, ils commencent à acheter le mauvais projet, ils ont un rug pull, paf, ils se font exploser. Les deuxièmes, ils ont pris des plus-values, ils ont bien investi, mais ils sécurisent mal, hop, ils se font hacker, ils perdent l'intégralité de leur argent. Enfin, voilà. Il y a un vrai chemin entre le moment où vous investissez, la volatilité qu'il y a à chaque fois, la conviction qu'il faut avoir en crypto et maîtriser ce que vous faites, et à la fin, la plus-value que vous allez avoir en portefeuille en stablecoin, parce que ça reste une étape importante. Après, ce que vous allez faire de vos stablecoins, et surtout après, si vous souhaitez la sortir en fiat. Là aussi, c'est autre chose. D'accord? Donc voilà. Parce que Il y a tout. rappelez-vous, juste un petit exemple pour ceux qui disent ouais, c'est bon, on saura faire et tout. Je me rappelle de profil, on avait discuté, mais ça fait maintenant 2 ans, tu vois. Justement, on a parlé d'FTX au début, mais il y en a qui se sont fait éclater leur profit du bull run parce qu'ils ont dit on va diversifier, on va mettre les stablecoins à travailler sur Celsius, on va les mettre sur Luna et on va les mettre peut-être sur FTX. Et il y en a qui se sont fait éclater sur les 3 plateformes. Donc tu as beau te dire, je suis diversifié, je fais un peu même de la décentralisation avec Luna, des entreprises centralisées qui donnent des rendements que j'estime, tu vois, plutôt safe sur des stablecoins, sur les gains du bull run. Donc, attends, je suis diversifié. Bon, on est d'accord que c'est pas tout le monde, mais il y a des profits, tu vois, et les mecs, ils ont vraiment perdu, tu vois, 200 000 sur Celsius, 100 000 sur FTX et 300 000 sur Luna, tu vois. Donc, il faudrait faire de la partie sécurité et conserver son argent, c'est aussi important. Bon, après, c'est peut-être pas, ça prend quand même vite, voilà, tu peux mettre des choses en place, mais si tu t'en préoccupes pas du tout, tu peux avoir quand même des déconvenus, hein. Bah, c'est en C'est fonction de ce clair. que tu fais et comprendre. C'est pour ça, tu vois, faire des books de stablecoin et des choses comme ça, ok, mais comprends ce que tu fais, tu vois, et même, tu vois, même sur la partie tout ce qui est centralisé, bon, ça c'est plutôt personnel, mais avec tout ce qui s'est passé la dernière fois, moi je laisserai pas mes stablecoins 2-3 ans, des choses assez importantes sur des plateformes centralisées, parce que tu as beau être sûr, non mais celle-là, on est sûr, c'est pas comme le reste.
dans le doute, tu vois. Bon, après, c'est plutôt mon opinion personnelle, mais c'est aussi un apprentissage du dernier bear market pour le coup, où en mai 2022, Luna, après, tu avais Celsius qui a suivi, après FTX en novembre. Voyageurs, Ça a fait beaucoup. Ouais, après, Bravo Voyageurs, ça peut Capital. impacter. Oui, après, ça a bien fait dumper le bear, tu vois, mais en fait, pour le retail, c'est surtout, tu vois, Luna, FTX et Celsius, où il faut faire gaffe un petit peu. Tu vois, même si tu es sorti avec les stablecoins, tu n'es pas à l'abri de petits pièges qui t'attendent. Donc voilà, c'était juste un petit rappel de ce qui s'est passé, parce qu'on peut avoir oublié, mais il y en a qui ont perdu quand même pas mal d'argent là-dessus, alors qu'ils étaient sortis avec des belles plus-values. C'est clair. Donc, juste en dessous de la vidéo, je vous ai mis le lien pour ceux qui veulent déposer leur candidature pour l'analyse de portefeuille. On va essayer d'en faire un peu plus régulièrement. Donc, je vous ai mis le lien juste en dessous. Vous allez arriver dessus, vous mettez du coup votre âge, vous répondez à toutes les questions qu'on présente ici. C'est quand même assez vite. Plus vous nous mettrez de détails, mieux ce sera pour nous, pour vous donner en fait le plus de précision vis-à-vis de ce que vous avez déposé ici comme information. Et puis pour qu'on puisse vous faire un vrai retour sur votre portefeuille. Donc, n'hésitez pas. On fera un tirage au sort parce qu'on en a beaucoup trop. Là, je ne sais plus, la dernière fois, on en avait plusieurs dizaines qui s'étaient déposées en une journée. Donc, évidemment, on ne pourra pas sélectionner tout le monde. C'est un tirage au sort. On va essayer d'en faire régulièrement. Et on ne fait pas payer. Voilà. Évidemment, c'est gratuit. Vous le faites. Vous déposez votre candidature. Vous êtes tiré au sort. Si après, on peut l'analyser si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Donc, vous avez le lien juste en dessous. Ceux qui veulent nous rejoindre aussi sur nos 2 autres chaînes respectives. Théo, il y a Aventure Crypto. Je vous ai mis le lien dans la barre d'infos. J'ai une autre chaîne aussi qui s'appelle Éternel Étudiant, qui traite de tout ce qui touche de près ou de loin au concept d'indépendance et liberté financière. Là, sur cette chaîne, on parle de crypto, mais il y a plein d'autres choses qui peuvent vous intéresser et qui sont importants à avoir en tête si vous vous intéressez au concept d'indépendance et liberté financière. Donc ça, j'en parle beaucoup plus sur Éternel Étudiant. Vous avez le lien dans la barre d'infos. Rejoignez-nous sur Twitter et Telegram. Pareil, vous avez les 2 liens juste en dessous. Si vous voulez échanger avec nous au téléphone pour comprendre un peu plus votre situation personnelle, vos blocages, etc., et voir ensemble comment on peut faire pour vous aider et vous accompagner à aller plus loin, vous avez la possibilité de réserver un appel directement avec moi ou Mickaël. L'idée, c'est pas de faire un coaching personnalisé, c'est de comprendre vos problématiques et voir comment on peut faire pour vous aider à aller plus loin. Donc, pareil, vous avez le lien juste en dessous. Et sinon, vous avez le programme d'accompagnement et le programme Crypto Investisseur avec une vidéo explicative à chaque fois. Merci à tous et à très bientôt.